des organismes anticorruption qui avaient été créés, qui ont été un peu dissous, et puis les personnalités qui avaient été nommées à la justice et tout ça, il y en a qui ont été virés, enfin, donc les différentes poursuites n'ont pas abouti. Il y a eu du Panama Papers aussi sur des... C'est bien, oui, c'est ça, je crois qu'il y a des choses en lien avec ça. Ouais. Qui avait créé l'émission de télé, ce qu'il a fait élire. C'était un peu la désillusion du... Ouais, des financements d'appartements à Londres, enfin je sais plus. L'évasion fiscale, tout ça. Business as usual. Oui. Donc je ne sais pas s'il y a des élections qui sont programmées en Ukraine, ou comment ça se passera, puisque théoriquement c'est censé se renouveler, quoi. Donc, je ne sais pas quelles sont les échéances, hein, je dis ça comme ça. Les échéances, ça se trouve, je ne sais pas. Je sais pas, non, je le dis comme ça. Mais et comment ça se passe en temps de guerre, quoi, du coup c'est toujours un peu compliqué, quoi. En tout cas, même s'il y avait une élection, c'est que ça serait pas mal à son avantage, dans le sens où... Oui, ça, je suis pas trop inquiet pour l'instant. Tant que la guerre continue, quoi, dans le sens où il est aux manettes, et si on mettait quelqu'un de différent, il y aurait, je pense, cette courant-là. Surtout, il est très apprécié, je pense, en Ukraine, ça dépend. Apparemment, c'est le 31 mars 2024. Ah, oui, les élections dans un an. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, moi j'avais juste une question aussi par rapport au fait que vous mentionnez que effectivement l'Ukraine matériellement ils ont bien plus de dégâts que la Russie. La Russie elle a des sanctions économiques, j'ai vu il y a un petit moment que le rouble avait chuté, etc. Mais est-ce qu'au final économiquement, je ne sais pas si vous avez des éléments sur... Est-ce que c'est quelque chose qui peut peut-être retourner l'opinion publique si elle voit que son niveau de vie baisse encore plus à cause de ce qu'on... Déjà, le pouvoir russe s'était préparé à ça. Donc en fait, par exemple, ils avaient préparé le fait d'avoir un système bancaire quasiment étanche, enfin en tout cas qui puisse se couper assez vite avec le système bancaire mondial. On a parlé des systèmes SWIFT, enfin des choses comme ça qui sont des communications, échanges interbancaires et tout ça. Et en tout cas, ils étaient prêts à ce que ça soit interrompu. Donc ça n'a en tout cas pas perturbé les échanges à l'intérieur du pays et vers d'autres pays qui ne voulaient pas appliquer ça. Par ailleurs, du fait des hydrocarbures et tout ça, les réserves bancaires de la Russie sont assez colossales. Donc de ce point de vue-là, ils ne sont pas du tout le couteau sous la gorge. Après, c'est sûr que là où ça peut peser petit à petit, c'est sur tout ce qu'ils ne fabriquent pas, pour lesquels ils sont dépendants d'autres économies, je ne sais pas, des composants électroniques, enfin, j'en sais trop rien. Mais pas culturellement, c'est aussi un pays qui a eu l'habitude de se démerder. C'est-à-dire que les années de la fin de l'URSS, début Russie, tout ça, c'est des années quand même de misère, quoi. Je me souviens y être allé en 91, dans les tout derniers mois de l'URSS. J'ai rendu visite à quelqu'un, voilà, a pris sa voiture, il sortait avec ses essuie-glaces, enfin voilà, tous les trucs qu'on pouvait piquer sur la voiture, il les prenait avec lui. Pour dire un peu, puis c'était une vieille bagnole, enfin voilà, tout. Donc c'est pas loin pour eux, en fait. Donc la démerde, le marché noir, choses comme ça, ils n'ont pas perdu l'habitude. Donc je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation de ce point de vue-là qui est supérieure à ce qu'on imagine. Après, voilà, je ne sais pas à quel point l'économie, il y a sûrement des choses qui ont ralenti, qui vont moins bien. C'est pas l'idée d'un effondrement soudain de la Russie. Je pense qu'on n'en est pas là. Puis ils ont effectivement financièrement les moyens de faire venir des choses de Chine, d'Asie.
Donc, en tout cas, au bout d'un an, ça ne montre pas le... Voilà, la hausse des énergies fossiles, déjà, mathématiquement, a dû compenser largement. Faut savoir que... Alors, je ne sais pas bien où c'en est, parce que je crois que quand même, petit à petit, on commence à moins importer. Oui, mais il y a... Mais ça a continué, hein. Pendant au moins 6 mois, ou plus 9 mois après le début de la guerre, on continue à importer, à donner, je sais pas, je crois que c'était un demi-milliard tous les jours. L'Asie a moins pris part quand même au conflit, donc je pense que ça s'évacue. Les hydrocarbures qui partent par oui, l'ouest, mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe continuait à payer pendant très très longtemps. Là, ça a commencé un peu à baisser, mais continuait à donner pendant la guerre des sous, en dépit des embargos divers. On continuait à donner, je ne sais plus si c'était un demi-milliard par jour, enfin c'était une somme colossale. Donc, et nous avons quand même Total qui est toujours là-bas. Ouais, c'est Total, quoi. On peut aussi envisager une évolution du conflit où l'Ukraine devient un peu l'intergo de l'Afghanistan sous l'URSS, avec vraiment une guerre d'usure, un sapage de l'économie russe, une guerre très coûteuse qui mine la confiance politique russe avec une espèce de piège en fait pour la Russie. Oui, je pense que c'est déjà un petit peu le cas, puisque une guerre économiquement, ça coûte, ça épuise, à tout point de vue, quoi. Après, c'est quand même un vaste pays, comparé à l'Ukraine. Voilà, après, je pense que, notamment pour les États-Unis, je pense que tant que ça en reste là, ça peut une saignée permanente, donc ça épuise un peu. Mais en tout cas, pour la population, c'est quand même une misère accentuée, quoi. Qui est perdante. Voilà, toujours, de toute façon. Au niveau de la vie quotidienne, enfin, je veux dire, de manger, des libertés, des lois qui sont passées. On n'a pas le droit de parler de guerre. Enfin, guerre, on peut être condamné pour parler de guerre en Russie, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, effectivement, ça brise des familles. Enfin, je pensais au cas d'un ami à moi là, qui vit en France depuis longtemps, mais qui me disait que donc comment d'origine russe et ukrainienne, comme beaucoup de gens vous rencontreraient, vous direz, moi j'ai une grand-mère ukrainienne. Et lui, il disait que Lugansk, donc c'est Donetsk, donc une des villes du Donbass, il disait, mais oui, je connais super bien, c'est là où étaient mes deux grands-mères, j'y allais tout le temps en vacances. Donc voilà, l'aéroport, je sais très bien à quoi il ressemble, enfin maintenant il ressemble plus à ça. Donc c'était très... Et ensuite il me racontait que sa sœur, qui elle vit à Moscou, je sais pas où, qui était plutôt militante, style écolo, enfin voilà, un peu libérale, voilà, maintenant c'est fini. Ils ne se parlent plus, elle a vrillé nationaliste et tout ça, et c'est fini. Donc voilà, c'est aussi des espèces de cassures intimes comme ça chez plein de gens, quoi. En fait, plus que l'économie, serait peut-être s'il y a un besoin d'appeler très fort, parce que pour le moment, ils n'ont pas encore ils ont une population très vaste et statistiquement, dans la population, c'est très diffus le nombre d'appelés qui est parti au conflit, et puis ils ont envoyé des prisonniers, et donc les familles ne sont pas encore très touchées pour le moment. C'est peut-être ça qui, à terme, si la guerre s'éternise et si les besoins humains deviennent de plus importants, peut-être que c'est quelque chose qui sera plus à même de faire vaciller l'opinion, si chacun y perd un fils ou deux. En fait, ils ont au début, au-delà de troupes un peu professionnelles, ils ont beaucoup envoyé de troupes recrutées dans des régions très reculées, voire de la Sibérie. Et donc, voilà, enfin en tout cas, et donc là, je sais qu'il y a eu des protestations des maires, des choses comme ça, contre le fait que leurs enfants partent ou reviennent morts. Mais c'est très loin. Très loin de Moscou, quoi. Moi, ce qu'il me disait aussi, c'est qu'ils ont pris beaucoup dans des villages assez loin, mais aussi, en fait, ils prenaient une personne par village. Ils ont pris des gens comme ça, mais dans des endroits très diffus. Donc, en fait, si le fils n'était pas pris, personne ne disait rien, tout le monde se disait, c'est pas tombé sur moi.
Et voilà, le territoire est tellement grand qu'ils ont pu aller puiser comme ça de façon très diffuse, ce qui fait que pour le moment la population a l'impression de ne pas être impactée et quasiment soulagée de voir que ça ne se passe pas dans son foyer, quoi. Puis il y a l'usage aussi de troupes mercenaires, style Wagner et tout ça. Sachant que le type de Wagner, là, aussi pour reparler des intérêts croisés, ne fait pas que ça. Et il a aussi c'est aussi un oligarque et il a des entreprises d'extraction. Donc il est aussi intéressé. C'est comme ça qu'il fonctionne en Afrique. Puisqu'il y a différents intérêts miniers dans les pays africains où ils sont impliqués, Afrique centrale, Centrafrique plutôt, Mali, et voilà. Et donc d'abord ils interviennent militairement et après ils se servent un peu sur la bête en termes de ressources minières et autres. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui a des intérêts à faire fructifier dans des possibles exploitations minières et autres. Et Wagner a son siège social en Argentine. Qui est un truc d'inspiration quand même assez pro-nazi. Mais bon, c'est compatible avec une guerre de dénazification. Ouais. Sur des pays à l'échelle démesurée, donc comme la Russie, effectivement, prendre un peu partout, comme tu le disais, mais dans des endroits qui, ethniquement, culturellement, n'ont rien à voir avec les gens qui habitent sur le front des opérations, effectivement, ça évite les problèmes de conscience. En tout cas, c'est le calcul fait par le gouvernement russe. C'est une vieille méthode de gouvernement. En 1989, à Tiananmen, les soldats de l'armée rouge qui tiraient sur les manifestants étaient majoritairement des paysans du Sichuan, enfin des gens qui ne se reconnaissaient pas du tout dans l'élite étudiante pékinoise. Voilà, donc on est dans ce que le gouvernement fait de plus crade, une fois de plus, quoi. Les gouvernements, pas le gouvernement. J'avais vu là-dessus, sur le fait de changer les populations comme ça, c'est un des trucs qui a commencé, c'est en France, en fait, au tout début du XXe siècle, dans le sud de la France, je sais plus, genre Béziers ou un truc comme ça, ils ont demandé à l'armée, en gros, d'écraser une manifestation française. Et en fait, il y a eu une révolte, et du coup, c'est à ce moment-là où ils ont fait que les classes militaires se fassent à l'autre bout du pays par rapport à là où tu viens. Pour que si on te demande d'écraser la population locale, tu te dises, bah moi je suis breton, là c'est des Marseillais, je ne me sens pas Marseillais, c'est plus facile que de t'attaquer à ta famille ou tes proches. La révolte des vignerons, des viticulteurs, des viticulteurs 1909, côté de Narbonne, par là. C'était le 17e régiment d'infanterie qui a refusé de. une chanson Ce célèbre. qui a valu une chanson célèbre que Didier va nous chanter. Didier va chanter. Salut, t'as toi. Salut à moi. Non, je dis ça, c'est assez rigolo parce que la chanson a pris un tour. Donc ça disait en gros salut à toi, bravo soldat, bravo piou-piou du 17e. Non, c'est ça. Sans nana, par ton geste héroïque, tu as sauvé la République. Ah oui, voilà. C'est un truc comme ça. Et en fait, la chanson est devenue interdite. Donc c'était un truc, chanter ça en manif, enfin publiquement, c'était un truc séditieux. Il ne pleut pas, il faut mieux éviter. Je crois pas que ce soit encore interdit, mais je ne sais pas. On est surpris des Ah, je l'ai chanté plus d'une des fois. interdictions qui ne sont pas levées. Hein, parce que parfois ça peut servir, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est suite à ça qu'on a fait en sorte que dans les opérations de maintien de l'ordre, puisque à l'époque on utilisait beaucoup la troupe en fait, parce que les forces tant de gendarmerie que de police n'étaient pas très très nombreuses, et donc très vite on faisait venir la troupe. La police non, mais les gendarmes oui quand même.
bon, ils ont fini, les petits gars du 17e, ils ont fini dans les bataillons disciplinaires en Algérie. Donc ils ont payé un peu l'histoire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On vous propose d'en rester là. Si vous... Parler d'autres choses encore. En vous remerciant, parce que on a bien rempli ce petit local, mais il était bien rempli. Ça montre l'intérêt que vous portez non seulement à un sujet brûlant d'actualité, mais aussi à tout ce qu'on fait, puisque il y en a qui viennent régulièrement parmi vous. Donc nous on vous remercie. Donc les exemplaires, là il y en a encore 3, sont en vente à 5 €. Ça sera pour les éditions du Monde Libertaire qui les réutilisera pour sortir d'autres brochures. Les prochaines causeries qui sont en projet, mais vous serez informés, 11 mars, un débat autour d'un livre qui s'appelle L'archéologie du futur, avec le copain de la sociale qui s'appelle Gwenole Kerdivel, qui tient un bar tabac où il organise des concerts à Châtillon-Vendelay, entre Fougères et Vitré. Il est archéologue de formation. Un truc le 1er avril, et c'est pas une blague, sur un mix écologie, urbanisme, mais bon, vous aurez des infos. Je ne sais plus très bien de quoi il s'agit. On est toujours en attente d'une réponse de Tancred Ramonet pour la projection de son 3e volet, si je ne m'abuse, de l'histoire de l'anarchisme, la partie la plus contemporaine de cette histoire. Et puis, comme on l'évoquait un petit peu plus tôt au début, puisque la Fédération anarchiste a également lancé une campagne anti-nucléaire et qui a souvent des points de contact avec le nucléaire militaire, on espère pouvoir organiser ça plutôt à la rentrée de septembre, étant donné que dans les jours qui viennent, souhaitons-nous d'être très 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 occupés à remporter une victoire éclatante en matière sociale à propos de la bagarre contre la réforme des retraites. On est anarchiste, on est contre l'activité salariée, mais bon, on marche sur 2 pieds, et donc une première victoire en la matière, ça donnerait du baume au cœur. Et puis on est anarchiste, et notre projet de société, c'est un projet de solidarité du début à la fin de la vie, en particulier en insistant sur le modèle de la cotisation plutôt que le modèle de l'impôt. Donc j'espère qu'on se verra dans les manifs, à nos places respectives dans les cortèges, peut-être, soit syndical, soit politique, mais on en veut. Nombreux, déterminés. Et nombreuses, bien sûr. J'en profite parce que je vois un livre passionnant, juste au-dessus de votre tête, qui s'appelle Le Monde comme projet Manhattan, de Jean-Marc Royer. Ouais. Et le projet Manhattan, donc c'est le projet industrialo-militaire qui a conduit aux premières bombes atomiques et aux premiers essais. Et ça raconte tout le processus qui a conduit à ça, et qui est aussi une sorte de projet de société effrayant à bien des égards. C'est assez passionnant. Pas rassurant, mais c'est passionnant. Mais il vaut mieux savoir à l'avance. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, Merci à tous. Le tabouret n'est pas en fonction. Je crois pas, vous y étiez, je sais pas. Je peux l'éteindre. Si elle l'était, je désire ne pas que mon image ne soit pas diffusée. Je crois qu'elle est. Oh, c'était cadré Il y avait que moi, sur Nicolas. C'était en plan très 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 serré. Ouais, Oui, 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 oui. Je pense qu'il. Je sais pas si.